Bretagne 5, l'invité de la matinale. Et notre invité ce jeudi matin est Joannick Martin. Il est porte-parole du Parti breton. Il est avec nous en direct au micro de Bretagne 5. Je l'en remercie. Bonjour. Bonjour Stéphane. Alors, Joannick Martin, on va parler de politique, on va parler de Bretagne, cher à votre cœur. Beaucoup de sujets à aborder concernant le parti breton et un sujet qui fait polémique. On va en parler tout de suite, ce sujet autour de la position que vous avez prise concernant l'accueil de personnes réfugiées à Callac. C'est un dossier important, on en a beaucoup entendu parler dans la presse. Est-ce que vous pourrez rappeler en deux mots le projet et pourquoi vous avez choisi une autre voie? Donc le projet, c'est le projet Horizon, c'est d'installer des réfugiés donc dans la commune de Callac. Donc c'est porté par la famille Cohen. C'est une association qui le porte, des fonds privés en collaboration avec la municipalité, Et ça a soulevé une polémique en fait. Ça a divisé la commune parce que ce sont des réfugiés qui vont arriver, s'installer dans des infrastructures qui étaient délaissées du fait du vide de population qu'il y a dans le centre-Bretagne. Et on remet tout à neuf pour accueillir ces réfugiés. C'est une façon de repeupler finalement le centre-Bretagne. Voilà, c'est une façon de repeupler. Donc en soi, il y a des pour, il y a des contre. Évidemment, ça peut participer au dynamisme de la commune. Ça peut redémarrer l'économie, refaire des emplois, etc. Le problème, c'est que comme toute installation de population à un endroit, que ce soit en Bretagne par les métropolitains qui arrivent, ou là à Callac avec cette population de réfugiés, ça peut déstabiliser les populations qui sont en place, et il peut y avoir aussi des questionnements autour de l'identité, mais c'est tout à fait naturel. Et en fait, ça a été cristallisé autour de l'extrême gauche et l'extrême droite, qui ont fait une sorte de jeu de ping-pong, en fait, avec des positions qui leur sont propres, mais qui sont très caricaturales. Et on a vu une augmentation des tensions, tout simplement parce qu'il n'y avait pas de débat, en fait, dans la population. Là où il n'y a pas de débat, il y a de la tension, il y a de la violence, et on est arrivé à cette manifestation où deux camps se sont affrontés frontalement. La démocratie doit permettre de solutionner ces situations-là, en allant vers du compromis, en allant vers du consensus et vers de l'acceptation de la population. Et ce projet-là, même s'il part d'un bon sentiment, même s'il doit se faire, il ne peut se faire qu'avec l'acceptation de la population qui habite sur place. Et c'est pourquoi nous, dans un but d'apaiser les tensions autour de la commune de Callac, nous avons proposé que le maire organise un référendum en questionnant la population. Et si c'est un oui, eh bien, il y a vraiment une acceptation de fait donc, de la population. Si c'est un non, il ne faut pas le faire, ou alors il ne faut pas le faire dans les mêmes conditions qui ont été proposées au départ. Il faudra peut-être faire des aménagements. Et c'est ça qui fait qu'on arrive vers une solution de compromis. Et en fait, c'est un exemple, c'est un cas d'école. Ce même processus, il devrait avoir lieu pour tous les thèmes qui font polémique, pour tous les sujets qui font polémique. Donc voilà, nous, comme au Parti breton, nous sommes un parti démocrate. Nous nous appuyons vraiment sur la question du référendum local pour solutionner ça, et on se propose comme une troisième voie, quoi. Alors vous avez été attaqué là-dessus, hein. Beaucoup, on a vu les réseaux sociaux entrer en ébullition, oui. Voire même accuser le Parti breton d'être un parti d'extrême droite ou proche de l'extrême droite. Oui, effectivement, alors que le Parti breton, c'est un parti traditionnellement positionné au centre. On est un parti démocrate et qui a pour ambition de défendre la reconnaissance de la nation bretonne et les droits qui en découlent, en fait, comme l'intégrité territoriale, la co-officialité des langues, le droit à l'autodétermination du peuple breton, voilà, tous ces thèmes-là. Et en fait, si on a été attaqué là-dessus, alors certains nous ont dit qu'on était d'extrême droite parce qu'on touchait au sujet des réfugiés. En fait, on touche au sujet du logement, de l'accueil de nouvelles populations. Là, c'est des réfugiés, mais ça pourrait être, je vous le dis, des populations qui viennent de Bordeaux, de Paris. On parle d'accueillir 400 000 nouveaux habitants aussi en Bretagne, sur les 4 départements, hein, pas sur les 5. Dans les années à venir, ça posera aussi des questions en termes de services, en termes de ressources, etc. Mais là,
concernant le sujet des réfugiés, évidemment, l'extrême gauche, ou alors tous les partis qui sont proches ou qui se veulent plus proches de l'extrême gauche, sont rentrés dans cette logique de camp. Et donc, si tu n'es pas avec moi, tu es contre moi. Mais on a eu la même démarche à l'extrême droite, où eux trouvaient qu'on était trop mou. Donc, on n'était pas non plus avec eux. On était sur une solution qui prenait le dialogue, la discussion, le débat et la décision collective. Donc là, finalement, ça ne convenait ni à un camp ni à l'autre. C'est pour ça que nous aurons la question à nous poser s'il y a nouvellement une manifestation où deux camps s'affrontent, comment nous pourrons exprimer cette voix de la décision collective. Pourquoi d'ailleurs le parti breton est souvent assimilé à l'extrême droite? Comment ça se fait? Alors souvent, c'est sans doute du fait de nos détracteurs, certains qui voudraient nous caler dans cette case-là. Moi, c'est pas ce que j'entends forcément sur le terrain. Au contraire, nous avons eu des associations là avec des mouvements de différentes tendances aux dernières législatives sur toute la France, et avec des mouvements régionalistes et nationalistes qui sont un petit peu qui viennent du sud de la France, de Lorraine, du Pays Basque, etc. Et chacun a sa sensibilité, certains sont de gauche, certains sont de droite, etc. Je pense que le mot nationaliste aussi fait peur ou est associé à une idée d'extrême droite. Nous, on revient à la définition primaire en fait de ce mot-là. C'est le nationalisme au sens de libération nationale, de reconnaissance de la nation bretonne. C'est-à-dire qu'on a eu un passé commun, un groupe qui a eu un passé commun et qui a une envie de continuer à faire des projets ensemble et d'avoir une identité commune. Voilà, nous, c'est au ce sens-là qu'on définit ce que c'est le mot nationalisme. Et d'ailleurs, on a vraiment positivé ce terme-là à l'occasion des dernières législatives pour lui redorer le blason un petit peu. Et la preuve que ça a porté ses fruits, une superbe tribune de Paul Molac, qui est député cet été et qui s'est affirmé comme citoyen français de nationalité bretonne. Et ça, on ne pouvait pas forcément l'envisager il y a encore quelques années. Donc voilà, la notion progresse et il ne faut pas avoir peur de ce mot-là. Il y a plusieurs interprétations à ce mot-là. Et aujourd'hui, moi, le nationalisme qui fait le plus peur, qui me fait le plus peur, c'est le nationalisme français, parce qu'on voit que dans ce contexte international de crise, c'est le nationalisme français, en fait, qui est dans un repli sur soi. On voit que les mouvements qui défendent une recentralisation, comme la France Insoumise, comme le RN, comme Reconquête, et qui défendent aussi un retour vers moins d'Union européenne, donc en fait tout recentré autour de Paris, on est vraiment sur un repli sur soi là, de Paris, et ben eux ils prennent en importance. Et ça, moi ça m'alerte. Donc le nationalisme qui doit faire peur, c'est le nationalisme français actuellement, parce qu'il est pas dans un état sain actuellement. Vous n'êtes pas anti-français, je vous provoque un peu. Ah non, bien sûr, je ne suis pas anti-français, et d'ailleurs moi je me définis simplement comme un breton, et la formule qu'a eue Paul Molac, j'aurais pu l'avoir. Et je l'ai même eue avant lui. Et je pense que nous sommes nombreux en Bretagne à pouvoir nous y reconnaître. Citoyens français, oui, ce sont les papiers. Et de nationalité bretonne, ça c'est ce qui nous définit. Et en fait, je pense que si la France nous acceptait comme ça, comme ce que nous étions, nous n'aurions pas de problème à pouvoir coexister tous ensemble dans cette France-là. Donc c'est vraiment une transformation de la France en général qu'il faut vraiment enclencher. Et c'est pour ça que nous défendions également un statut d'autonomie aux dernières régionales, pour une Bretagne responsable. Parce que l'autonomie, c'est vraiment une transformation qui permettra de donner une juste place à toutes les populations qui sont en France. Alors la Bretagne, l'autonomie, mot qui ne fait plus peur aujourd'hui, hein, on en a parlé un peu sur cette antenne. L'autonomie, c'est aussi des grands enjeux, hein, il n'échappe pas à la Bretagne. On pense au logement, vous en parliez à l'instant, Joannick Martin, mais on pense aussi à l'écologie et en soi, bien vous êtes aussi préoccupé par ces problèmes d'écologie. Et le week-end dernier, vous avez été à Paris pour le coup, rencontré différentes associations écologiques, différents
parti qui milite là aussi pour une écologie responsable. Est-ce que c'est nouveau, Parti breton, ou est-ce qu'il y a longtemps que vous êtes dans cette fibre écologique ? Non, ça a toujours été dans le slogan du Parti breton, en fait, depuis le départ. Et quand on se dit attaché à sa terre en Bretagne, forcément, on a envie qu'elle vive le mieux possible. Quand on défend le peuple breton, forcément, on est impacté par le changement climatique et au bien vivre en fait de la population. On l'a vu cet été, le changement climatique avec la forêt bretonne qui a brûlé. Donc je vais y venir. En fait, nous, on considère qu'il y a deux moyens d'agir. Il y a, comme tous les mouvements écologistes, il y a l'atténuation, c'est-à-dire limiter les effets du changement climatique. Et il y a l'adaptation, c'est-à-dire s'adapter aux changements qui sont déjà là. Et on a constaté cet été notamment, et on le constate encore actuellement, surtout en Côte-d'Armor, que les effets de ce manque d'anticipation sur l'adaptation, ils sont déjà là. Il y a eu des incendies, on n'avait pas de canadair, on a été obligé d'avoir des canadaires étrangers. Il y a eu il y a eu des fortes chaleurs, mais nous, on n'a pas été trop impactés. C'est souvent ce qu'on pense, le changement climatique, le réchauffement climatique, c'est des fortes chaleurs. On se dit, en Bretagne, on est plutôt protégé, on est souvent autour de 30 degrés l'été. Nous, c'est pas pour nous. Mais non, la question, elle nous a très vite rattrapés, là, en septembre. C'est qu'en septembre, il n'y a plus d'eau. Il n'y a plus d'eau parce que nous avons une topographie qui est particulière en Bretagne et où on a besoin de s'adapter différemment que sur un littoral atlantique, par exemple, de la façade atlantique sur le Bordelais, etc., ou dans une plaine où il y a des grands bassins versants, alors que nous, on a des bassins versants qui sont très courts. Donc, on manque rapidement d'eau. Il n'y a pas eu d'anticipation de la gestion de l'eau? Non, il n'y a pas eu d'anticipation. Pourquoi? Parce que, en fait, on n'a pas régionalisé cette adaptation des populations. Et on est dans une situation où, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on va accueillir beaucoup de monde. Pourquoi? Parce que les conditions, elles sont aussi bonnes pour vivre ici en Bretagne. Et ça, tout le monde s'accorde à le dire. Depuis le Covid, ça s'est accentué. C'est pour ça qu'il y a ces problèmes de logement pour tout le monde. Et il faudra évidemment légiférer pour qu'on puisse avoir des moyens de garder du logement pour nos jeunes générations. Ça, c'est essentiel, sinon elles partiront. Et si on ne régionalise pas l'adaptation, on ne pourra pas prendre de politique d'ampleur pour amener des évolutions pour la population qui vit ici en Bretagne. On devrait déjà se retrousser les manches et voir comment on peut avoir plus de capacité pour l'eau. C'est pareil pour l'énergie. Alors j'allais y venir, mais on est toujours dans l'attente. On est toujours dans l'attente en fait des décisions qui sont prises à Paris. Pour les présidentielles, il fallait questionner le président Macron, savoir si on allait faire les éoliennes ou pas les faire. L'énergie, c'est pareil. Il y a des sacrifices à faire. Soit on met du nucléaire, soit on met de l'éolien. Il n'y a pas d'énergie qui est complètement propre, mais c'est aux populations de savoir quel est le sacrifice qu'ils ont à faire pour pouvoir avoir de l'énergie. On ne peut pas rester dépendant comme ça des productions qui sont faites dans les régions voisines. Attention au nucléaire, là vous allez vous faire des ennemis quand même. Mais attention, je ne dis pas qu'il faut mettre du nucléaire. Je vous provoque un peu. Je dis qu'il faut poser sur la table les différentes solutions, les différentes sources d'énergie et le choisir avec la population. En étant conscient, dans un débat éclairé, des risques et des apports. Et des compromis qu'il faut faire, justement. Mais ça ne peut se faire que si on a une certaine autonomie en Bretagne, et que c'est nous qui décidons, et qu'on a justement un éclairage sur toutes ces sources d'énergie-là, et qu'on en a le contrôle. Avec le fait du peu d'éloignement entre la décision et les populations. Exactement. Parce que sinon, comment accepter en fait une source d'énergie qui serait un petit peu plus... où il y aurait des sacrifices à faire si elle est imposée depuis loin de chez nous, en fait. On a l'impression qu'on est un comptoir, qu'on vient se servir, qu'on vient poser un champ d'éoliennes dans la baie de Saint-Brieuc, et qu'au final, c'est pas nous... Alors, on a les sacrifices, on a les effets induits, mais on n'en a pas forcément le bénéfice, donc ça peut pas marcher. Par contre, si ça vient de la population au départ, et qu'elle dit on va avoir tel gain, mais on est obligé de sacrifier un petit peu, ok, mais c'est dit sur le papier dès le départ. Et on est dans une logique inverse de ce qui se passe actuellement, où j'ai vu dernièrement que la région allait signer une sorte de convention avec Iberdrola pour que 10 millions d'euros soient
réimplanter en fait dans des compensations, dans des réparations pour le sentier côtier ou des choses comme ça. Ah bah, donc c'est vraiment dire à la population là, oui c'est sale, oui vous avez des pertes en termes de visuel, en termes de faune et de flore, mais on vous donne un chèque de 10 millions d'euros, donc c'est bon, vous avez réparation. Non, la logique là, la démarche, c'est tout ce qu'il ne faut pas faire en fait. Donc nous on propose une autre solution, qui soit complètement à l'inverse, qui parte de la base du territoire, des populations, et qui soit pyramidale comme ça vers le haut. Et donc, on peut revenir sur le week-end. Alors voilà, justement, le week-end, vous avez pu discuter avec d'autres formations politiques, ou écologistes en tout cas, pas forcément justement de votre bord politique. Oui, parce qu'on est parti de ce constat-là, quelque chose qui est défendu depuis longtemps au Parti breton. Et on a envie de dépasser la Bretagne, et on a envie aussi de rentrer dans des collaborations avec d'autres partis politiques. Là, ça a été le cas avec Pays Unis, la Fédération des Pays Unis lors des élections législatives. On a aussi d'autres ambitions pour les européennes parce que le sujet de l'écologie, on voit qu'il est très présent, là, surtout depuis cet été. Je pense que les Bretons et les Bretonnes se sont rendus compte que là, il était temps d'agir et de prendre des décisions. Et donc, nous avons rencontré, à l'invitation de 3 mouvements, donc CAP 21, autour de Corinne Lepage, le mouvement des progressistes et l'écologie autrement, qui organisait donc un week-end autour de l'écologie, mais avec une démarche, en fait, qui était de refuser la radicalité, en fait, dans le mouvement écologiste. Parce qu'on voit bien que les populations, ces quelques dernières années, en fait, depuis que les écologistes, Europe Écologie et Verts, ils sont arrivés au pouvoir, eh bien, les électeurs, les habitants ont vu quelle était leur méthode. Et cette méthode, elle ne convient pas. Elle va vers toujours plus de radicalité, vers toujours plus de culpabilité envers les populations. Et ça, ces mouvements-là la refusent. C'est le cas en France, c'est le cas aussi en Bretagne, avec des mouvements qui ont été attirés par ces mouvements radicaux, notamment sur les législatives ou sur les régionales, quitte à s'en dissocier même tout de suite après l'élection. Donc on ne sait jamais trop si c'est de la conviction ou si c'est du simple électoralisme. Nous, on s'inscrit dans une démarche plus globale, en fait, avec un mouvement qui réfléchit à comment se rassembler autour de valeurs, autour d'objectifs pour l'écologie, mais tout en se disant prêt à travailler avec des mouvements qui ne sont pas forcément du même bord, mais qui sont prêts à se regrouper autour de valeurs communes, quoi. Voilà, c'est-à-dire les valeurs républicaines, c'est-à-dire une frange girondine, c'est-à-dire aussi l'attachement à l'Union européenne, parce qu'ils sont convaincus que l'Union européenne est aussi un moyen d'agir sur des politiques écologistes. Alors, donc, une écologie qui ne serait pas forcée, mais là aussi, discuter avec les populations, j'imagine, après, si vous mettez en place un programme autour de cela. Oui, bien sûr, avec des politiques qui sont bien plus modérées, d'être dans la sensibilisation, et surtout de ramener un petit peu de sérénité dans le débat. On a un exemple tout simple, on a été invité par l'écologie autrement à faire un repas végétarien, en fait, le samedi soir, et nous avons communiqué là-dessus. Nous, on y a été aussi dans de la découverte. Eux, ils nous ont présenté pourquoi c'était bien de le faire. Nous, on leur a dit que aussi en Bretagne, on avait un certain attachement à la consommation de la viande. C'était un peu dans la tradition. Vous conservez la galette saucisse, rassurez-moi. Voilà, c'est ça. Et en fait, ce repas-là a été l'occasion d'un échange d'idées. Chacun s'est sensibilisé à ses positions. Mais personne n'a été dans la culpabilité de l'autre. C'est-à-dire que tu défends quelque chose, je te comprends, mais comprends-moi, écoute-moi. Et en fait, à partir du moment où on ne s'écoute plus, oui, là, on s'enflamme sur les réseaux sociaux, là, on pointe du doigt l'autre, là, on le dénonce, on le met mise à mort publique, politique. C'est tout ce que ces partis refusent, et c'est tout ce que nous refusons. On est pour ramener de la sérénité dans le débat, parce qu'en se braquant les uns contre les autres, et on l'avait déjà dénoncé sur l'agribashing, en se braquant les uns contre les autres, on n'avancera jamais. Le défi écologiste et le défi pour demain, il est à prendre collectivement les uns avec les autres. On aura besoin de tout le monde.
Voilà, avec une France qui est déjà fracturée, ne pas rajouter de la fracture à la fracture ici en Bretagne également. Exactement. Alors, il y a aussi depuis quelque temps des voix, on les entend, des voix politiques qui demandent que lorsque la Bretagne aura retrouvé ses frontières historiques, on aille vers un Parlement de Bretagne. J'ai cru comprendre que vous n'étiez pas spécialement enjoué à cette idée de Parlement de Bretagne. Ah si, sur l'Assemblée... Enfin, l'Assemblée de Bretagne, si. Sur l'Assemblée de Bretagne, si, complètement. Et nous l'avions défendu lors des régionales. Ce que nous avons dénoncé ce week-end, c'est qu'il y avait un événement sur l'autonomie organisé par la Bretonne, et vous avez dû en entendre parler. On en a parlé sur cette antenne, effectivement. Oui, parce qu'il y a eu le déploiement de cet immense drapeau place du Parlement à Rennes. Et en fait, nous avions des adhérents, des représentants, notamment notre représentant des jeunes, Maël Aigron, qui était sur place. Et en fait, ce qui est ressorti de ces débats-là, c'est que alors, tout le monde est d'accord pour mettre le mot autonomie parce que ça fait bien. Mais par contre, quand on interroge un petit peu plus précisément, tous les mouvements, parce qu'il y avait des représentants en fait de chaque groupe au conseil régional, à part le RN qui n'était pas là, d'ailleurs qui s'était exprimé contre l'autonomie, mais même les autres qui se sont exprimés tous ensemble pour l'autonomie, en fait, on s'est rendu compte à cet événement-là qu'ils n'avaient pas tous la même définition derrière ce mot-là. Je rappelle, le mot autonomie, c'est décider, c'est légiférer, en fait, sur un territoire qui s'intègre dans un autre territoire. Voilà, c'est pas l'indépendance. C'est la définition. Ça ne parle pas de quel est le territoire de base, ni quelle est l'entité plus grande. Ce n'est pas l'indépendance au sens où on quitte un territoire. Alors, l'indépendance, ça ne veut pas dire quitter un territoire, ça veut dire être indépendant de tout le reste. Ça veut dire s'émanciper de tout, vivre en autarcie, vivre dans son coin et de te complètement couper de l'économie mondiale, en fait, et des relations diplomatiques. Ça ressemble à la Corée du Nord, là. C'est ne s'intégrer dans plus rien d'autre. Voilà pourquoi nous, on défend d'abord l'autonomie, parce que l'autonomie, on a d'abord besoin de passer par cette étape-là. Après, indépendance, ça peut s'entendre sous une autre forme, en disant, en gros, on est capable de prendre des décisions en toute indépendance, sans avoir de pression d'autres endroits. D'accord ? Donc si on l'entend comme ça, oui, dans ce cas-là, moi je suis indépendantiste breton, dans ce cas-là. Si c'est que le peuple breton puisse prendre des décisions lui-même, oui, mais ça ne veut pas dire séparatisme automatiquement. Voilà. Donc l'Assemblée de Bretagne, vous êtes d'accord avec cette notion? Ce que nous défendons, c'est l'Assemblée de Bretagne. Et d'ailleurs, peu de monde à cet événement a défendu l'Assemblée de Bretagne. Voilà, ils avaient l'air de tomber tous d'accord, ou plus ou moins, sur le fait qu'on pouvait avoir soit la réunification, soit l'autonomie, soit l'Assemblée de Bretagne, mais qu'on ne pouvait pas tout avoir. En gros, ils admettent qu'on n'est pas indépendant sur les choix. Ça veut dire que la population bretonne, même si elle le souhaite, même si elle souhaite ces choix-là, même si elle a élu des représentants à la région Bretagne parce qu'ils s'étaient engagés à ça, eh bien, on admet que non, en fait, on est dépendant des décisions de Paris. Et en même temps, ils ont raison. Parce que, je le répète, comme à chaque fois que j'ai l'occasion de le répéter, nous sommes complètement dépendants des décisions, parce que les décisions, elles sont prises par l'État, par les représentants de l'État dans les territoires, c'est-à-dire les préfets. Et aujourd'hui, quand Emmanuel Macron parle de décentraliser à nouveau la France, pour reterritorialiser la France, qu'est-ce que ça veut dire ? On installe des sous-préfectures. On essaye en fait de confondre déconcentration, qui est de mettre des sous-préfectures et des préfectures, et décentralisation, qui est de libérer quelques compétences, de les transférer vers les collectivités. Donc nous, on balaye tout ça et on demande l'autonomie pleine et entière pour la Bretagne. Alors, il nous reste 3 minutes, oui. Joannick Martin. L'autonomie, ou l'indépendance en tout cas de décision de la Bretagne, ça passe aussi par un budget. Aujourd'hui, la région Bretagne a un petit budget. Si des compétences sont données à la Bretagne, on imagine qu'il faut réclamer aussi à Paris un budget pour pouvoir exercer ces compétences. Et ça s'accompagne nécessairement des budgets qui vont avec. Et même nous, on ne souhaiterait pas que l'État nous redonne des budgets. On souhaiterait que des budgets, des moyens financiers restent en Bretagne au lieu de repasser par la casse Paris, en fait. Et ça se fera avec une négociation. Et comme dans toute négociation, il doit y avoir un rapport de force, mais un rapport de force sain, c'est-à-dire un rapport de force politique. Et
On a un exemple aujourd'hui en France, c'est la Corse actuellement. Et la Corse est en pleine négociation aujourd'hui pour savoir quels moyens ils vont avoir pour les années à venir. Mais qui mène ces négociations? Ce sont les nationalistes corses et qui ont fait leurs preuves en Corse depuis qu'ils sont élus. Ils ont été reconduits aux dernières régionales, ils ont obtenu des capacités de décision et ça a l'air de plaire à la population puisque c'est la région qui a le plus voté en termes de proportion aux dernières régionales. Donc quand on me dit aujourd'hui il faut trouver des moyens pour lutter contre l'abstention des électeurs, eh bien il suffit de regarder ce qui se fait en France. C'est-à-dire qu'en Corse, dès qu'on redonne un petit peu de capacité de décision et un petit peu de lisibilité en fait dans le débat politique, la population, elle se mobilise et elle suit ce qu'elle a envie de faire, quoi. On va devoir se quitter, Joannick Martin, parce qu'il y a une chose qui n'est pas négociable, c'est l'heure. Je vous remercie d'avoir été avec nous ce matin. Donc, en un mot, allez, il nous reste une poignée de secondes. La Bretagne de demain, vous l'envisagez comment ? Eh ben, je l'envisage encore existante, en fait. Et quand on parle de grands drapeaux, pourquoi les Bretons s'accaparent le drapeau breton et le mettent dans tous les stades, etc. C'est parce que, c'est pas qu'ils sont chauvins, c'est qu'ils sont dans la survie culturelle, dans la survie identitaire. Donc oui, il y a ce côté identité-culture. Et pour continuer d'exister, il nous faut avoir des moyens, il nous faut une reconnaissance, il nous faut une autonomie. Joannick Martin, porte-parole du Parti breton, vous étiez avec nous ce matin, je vous en remercie pour nous parler de la Bretagne. Il y aura encore beaucoup de choses à dire et on les dira, vous reviendrez évidemment au micro de Bretagne 5. Je vous remercie, je vous souhaite une très belle journée. Merci, bonne journée. Bretagne 5 matin, Stéphane Hamon.